Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais commencer des petites vidéos horizontales qui vous permettent d'avoir des mises à jour. Il n'y en a pas beaucoup, ok? Simplement, vous avez ce qu'il y a sur la chimie. Donc, c'est ce qu'on va voir avec peut-être des généralités après. Bon, il est vrai que faut me prendre généralité d'abord, mais pas tout ça. Alors, de toute façon, ils sont séparés l'une de l'autre. Donc là, nous avons la chimie pour en vie. En fin de compte, dans ce chapitre-là qui est dans le livre, parce que c'est pas un bagage que j'ai inventé, vous allez voir comment est-ce qu'on va passer de la chimie à la chimie de la vie. La chimie de la vie, c'est la biochimie. OK? Donc, comme d'habitude, il faut lire le début, qui est pas mal, qui vous donne un plan de l'étude. Donc, dans ce chapitre, vous découvrirez que les réactions chimiques sont à la base de tous les processus physiologiques. En étudiant, d'un côté, on va donc réviser, ok, parce que ça, vous avez déjà vu ça et à l'école. Donc, les notions de chimie, d'un côté, mais de l'autre côté, vous avez la fameuse biochimie, donc la chimie de la vie. Les notions de chimie, donc on va revoir en différenciant l'énergie et la matière, les atomes et les éléments. De l'autre côté, en vous demandant comment la matière forme-t-elle des molécules et des mélanges et quels sont les trois types de liaisons chimiques. Ouais, tout ça, c'est révision. Et comment les réactions chimiques se produisent-elles et comment les liaisons se réarrangent-elles ou se brisent-elles. Et nous allons passer de l'autre côté avec la biochimie en vous demandant, bon, désolé, j'avais un appel. Donc, de notre côté, nous avons la biochimie, OK, et en vous demandant quelle est l'importance des composés inorganiques dans l'organisme, vous appelez les composés inorganiques, le fer, le cobalt, etc. Et en examinant les composés organiques, et vous avez deux parties, en vous demandant quelles sont les grosses molécules organiques, comment les grosses molécules organiques se forment-elles et se brisent-elles, et en étudiant de plus près l'ATP, le fameux ATP, la devise énergétique de la cellule. En étudiant de plus près, maintenant, les molécules de la biochimie qui sont les glucides, les lipides, les protéines et les acides nucléiques. Ça nous fait 11 sections dans ce chapitre. OK. Bon. La raison pour laquelle je vois ce chapitre-là, ça me met avec le livre vous propose et vous donne la même raison. Est-il vraiment nécessaire d'étudier la chimie? Dans le cadre d'un cours d'anatomie, dans le cas d'un cours d'anatomie et de physiologie. La réponse va de soi. Le corps humain est constitué de milliers de composés chimiques qui entrent sans cesse en interaction à une vitesse phénoménale. Il en est certes possible d'étudier l'anatomie sans beaucoup parler de chimie, mais il ne va pas de même pour la physiologie puisque tous les processus physiologiques, mouvements, digestion, action de propagation du corps et même pensée font intervenir des réactions chimiques. C'est pourquoi nous présentons dans ce chapitre les notions de base de la chimie et de la biochimie, qui est la chimie de la matière vivante, qui vous permettront de mieux comprendre les fonctions de l'organisme. Et comme il est difficile de traiter la chimie sans faire appel à la physique, nous allons aborder aussi quelques rudiments de physique reliés à l'étude de la biologie humaine. OK? Et comme vous voyez, on n'a pas parlé de chimie organique. La chimie organique, ce sont les composés qui sont formés par la vie, comme le pétrole et tout, et comment ils interagissent entre eux. Bon, notion de chimie. L'univers est composé de matière et l'énergie déplace ou transforme cette matière. OK? Objectif d'apprentissage. Donc, se rappeler que les objectifs d'apprentissage, l'un fin ouais, chapitre là, font tourner l'objectif d'apprentissage. Si ça nous lit a pas dit nous rien, c'est que font nous lit, nous pas comprendre rien de ça qui fait. Donc, l'un nous finit avec chapitre ça, vous pouvez être capable de donner une définition de la matière et de l'énergie, de caractériser l'énergie potentielle et l'énergie cinétique,
Ça, c'est la partie physique. Établir un lien entre ces deux types d'énergie. Donc, ça, c'est partie physique. Décrire les quatre principales formes d'énergie qui permettent le fonctionnement de l'organisme et donner un exemple de l'utilisation de chacune, démontrer par exemple qu'une forme d'énergie peut se convertir en une autre. OK? On y va. On commence avec 2.1. Matière. La chimie est l'étude de la nature de la matière, plus particulièrement des modes d'association et d'interaction de ces unités constitutives ou unités de base. La matière est la substance qui forme l'univers. À quelques exceptions près, nous ressentons les manifestations par l'intermédiaire de la vue, de l'odorat et du toucher. On considère généralement que la masse est l'équivalent du poids. Or, ces termes ne sont pas vraiment synonymes parce que la masse d'un objet représente la quantité de matière qu'il contient et elle demeure constante quel que soit l'endroit où elle se trouve, alors que son poids varie selon la force gravitationnelle. La masse de votre corps est la même que vous vous trouviez au niveau de la mer ou au sommet d'une montagne. Mais votre poids est légèrement plus faible si vous êtes en haut d'une montagne. État de la matière. Donc, ça, c'était une petite introduction. Maintenant, état de la matière. OK? La matière existe sous forme solide, liquide ou gazeuse. On rencontre chacun de ces états à l'intérieur de l'organisme humain. Les solides comme les os et les dents possèdent une forme et un volume bien définis. Les liquides tels que le plasma sanguin, la lymphe occupent un certain volume, mais ils épousent la forme de leur contenant. Tandis que les gaz n'ont ni forme ni volume défini. Ils occupent tout l'espace dont ils disposent. L'air que nous respirons est un gaz. On a des gaz dans la poche à air gastrique, on a des gaz dans de l'air, des gaz dans les sinus, etc. Donc là, c'était la matière. Donc on a vu qu'on allait voir la matière et l'énergie, donner une définition de la matière et de l'énergie. Donc on a vu la matière. Maintenant, on va voir l'énergie. Dans l'énergie, on va voir l'énergie potentielle et les autres formes d'énergie. OK? Donc, on a dit d'écrire les quatre principales formes d'énergie. Maintenant, on va voir l'énergie potentielle et l'énergie cinétique. Énergie. Einstein nous a montré par sa célèbre équation E égale mc carré, c'est-à-dire que énergie égale la masse par, c'est oublié ça, c'est la réaction d'équivalence entre la matière et l'énergie, mais il reste que l'énergie a un caractère beaucoup moins tangible que la matière. Elle n'a pas de masse, elle n'occupe aucun volume. On, on ne peut la mesurer que par l'intermédiaire de ses effets sur la matière. On définit l'énergie comme la capacité de fournir un travail ou de mettre de la matière en mouvement. Plus le travail est effectué est grand, plus la dépense d'énergie est importante. L'haltérophile, moun kap leve chay, sa kap bat fe, kap leve gros chay lou, l'haltérophile emploie plus d'énergie au moment où il soulève ses 83 kilos que lorsqu'il lève sa médaille. Énergie cinétique et énergie potentielle. Donc ça, c'était l'introduction pour énergie cinétique et énergie potentielle. Mais ça nous a aussi donné une définition de l'énergie. Donc, nous, une définition de la matière. La matière est la substance qui forme l'univers. OK? Et on a vu une définition de l'énergie. C'est ce qui permet de, euh, comme la capacité de fournir un travail ou de mettre la matière en mouvement. Il y a, nous allons voir deux types d'énergie, énergie cinétique et énergie potentielle. OK? Et on doit établir un lien entre ces deux types d'énergie. L'énergie existe sous deux formes interchangeables. L'énergie cinétique, qui est représentée par le mouvement, les déplacements incessants des particules de matière que sont les atomes, de même que le mouvement d'objets plus gros,
une balle qui rebondit, par exemple, sont des manifestations de l'énergie cinétique. Celles-ci effectuent un travail en déplaçant des objets qui, à leur tour, peuvent produire un travail en mettant d'autres objets en mouvement ou en exerçant une force sur eux. C'est ce qui se passe, par exemple, lorsqu'on fait tourner une porte battante en la poussant. Là, c'est l'énergie cinétique. Énergie potentielle se trouve sous forme stockée ou inactive. Elle a le potentiel, c'est-à-dire la capacité d'effectuer un travail, mais elle n'en produit aucun au moment où on fait l'observation. Les piles d'un objet non utilisé renferment une certaine énergie potentielle, comme l'eau retenue derrière un barrage. Les muscles de vos jambes possèdent de l'énergie potentielle quand vous êtes assis dans un fauteuil. Lorsqu'on libère l'énergie potentielle, elle se transforme en énergie cinétique et peut donc effectuer un travail. Par exemple, lorsqu'on ouvre les vannes, l'eau accumulée derrière le barrage s'engouffre dans les conduites et actionne les turbines de la centrale hydroélectrique. L'électricité produite peut servir à recharger une pile. L'étude de l'énergie est en fait un sous-domaine de la physique, mais la matière et l'énergie sont indissociables. La matière est la substance et l'énergie. La matière est la substance et l'énergie déplacent cette même substance. Tous les êtres vivants sont constitués de matière et ont besoin d'énergie pour croître et fonctionner. Le phénomène difficile à retenir que nous appelons la vie résulte en fait de la libération et de l'utilisation de l'énergie par les êtres vivants. Examinons donc les différentes formes d'énergie qui permettent le fonctionnement de l'organisme humain. Donc là, il y a état matière, on a vu l'énergie, énergie cinétique, énergie potentielle. Nous fin que énergie sont bagages qui est important et que l'énergie est indissociable à ce qu'on appelle la vie. Alors, il faut m'expliquer donc que la vie jusqu'à présent sont bagages que nous pouvons qu'à définir. On peut expliquer comment fonctionne plus ou moins un être vivant, mais on ne peut pas dire pourquoi est-ce qu'il est vivant. Donc, on peut expliquer le vivant, mais pas définir la vie. Forme d'énergie. Et donc, l'objectif d'apprentissage, on l'avait dit, pour partir nous finir, où il nous dit comment décrire les quatre principales formes d'énergie qui permettent au fonctionnement de l'organisme. Quatre formes d'énergie. Et donner un exemple de l'utilisation de chacune. Alors, je vais continuer. On a pris Internet, peut-être tombé. On est arrivé à l'énergie chimique. Donc, l'énergie chimique est emmagasinée dans les liaisons des différentes substances chimiques sous forme d'énergie potentielle. Lorsqu'il survient des réactions chimiques qui réarrangent, mes amis, c'est compliqué, qui réarrangent les atomes de façon différente, cette énergie est libérée et se transforme en énergie cinétique ou énergie de mouvement. Par exemple, si vous bougez un bras, une partie de l'énergie contenue dans les aliments que vous avez consommés est convertie en énergie cinétique. Cependant, les sources d'énergie présentes dans la nourriture ne peuvent contribuer directement à la réalisation des fonctions de l'organisme. Une partie de cette énergie se trouve plutôt temporairement stockée sous forme de liaison chimique dans une substance appelée adénosine triphosphate, le fameux ATP. Quand le besoin se fera sentir, les liaisons de l'ATP seront rompues et de l'énergie sera libérée afin de permettre aux cellules de réaliser leur activité. Chez les êtres vivants, l'énergie chimique stockée sous forme d'ATP est la forme d'énergie la plus utile parce qu'elle alimente presque tous les processus fonctionnels. Nous reparlerons de la structure de l'ATP et de son rôle à la fin de ce chapitre. Donc, je
Donc, déjà, bon appétit à tout le monde pour la fin de ce chapitre. L'énergie électrique. L'énergie électrique, ça fait une deuxième forme d'énergie. L'énergie électrique résulte du mouvement de particules chargées. OK? Dans une habitation, l'énergie électrique est produite par le déplacement d'électrons dans les fils électriques. Dans votre corps, des particules chargées, appelées ions, produisent des signaux électriques lorsqu'elles traversent les membranes cellulaires ou qu'elles parcourent leur surface. Par exemple, le système nerveux transmet des messages entre les différents, entre les différentes régions du corps par l'intermédiaire euh, de ces signaux électriques appelés potentiels d'action ou un flux nerveux. Notez que la vitesse des potentiels d'action est beaucoup moins rapide, de l'ordre de 100 mètres par seconde, que celle du courant électrique dans un fil qui est de 300 000 km par seconde, théoriquement, et que leurs voltages ne sont pas du tout comparables. Les signaux électriques qui traversent le cœur de cet organe, qui traversent le cœur, permettent à cet organe de se contracter et de faire circuler le sang. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'une décharge électrique d'une certaine intensité risque de perturber le signal électrique et causer des contractions désordonnées ou l'arrêt du muscle cardiaque. De toute façon, euh, on verra. Bon, alors encore une fois, ça a été le téléphone. Oui, alors, pour l'énergie électrique, nous pourrons voir qu'en fait, quand le cœur, il va utiliser des millivolts. La contraction musculaire, tout ça utilise des millivolts. Donc, c'est pas du tout même bagage avec énergie électrique que nous gagnons la caille. Donc, nous avons deux types d'énergie, énergie chimique, énergie électrique, pour nous parler énergie mécanique. L'énergie mécanique produit directement un mouvement de matière. Lorsque vous faites de la bicyclette, vos jambes fournissent de l'énergie mécanique qui permet d'actionner les pédales et de mettre la bicyclette en mouvement. Quatrième type d'énergie, énergie électromagnétique, encore appelée énergie de rayonnement, se propage sous forme d'ondes. Ces ondes de longueur variable constituent le spectre électromagnétique. Celui-ci comprend les ondes radio, les micro-ondes, les rayons infrarouges, la lumière visible, les rayons ultraviolets ainsi que les rayons X. L'émission d'ondes infrarouges est un des moyens qui permet au corps de perdre de la chaleur. L'énergie lumineuse qui stimule la rétine de votre œil joue un rôle important dans la vision. Les rayons ultraviolets provoquent les coups de soleil, mais ils stimulent aussi la production de vitamine D dans notre organisme. Quant aux rayons X, on les utilise pour effectuer des radiographies. Et voilà les quatre formes d'énergie. Maintenant, conversion, donc c'est ce qu'on a vu, ouais, décrire les quatre principales formes d'énergie qui nous permettent et qui permettent le fonctionnement de l'organisme et donner un exemple de l'utilisation de chacune. Maintenant, on va voir la dernière partie qui est démontrer par un autre exemple qu'une forme d'énergie peut se convertir à une autre. OK? Donc, conversion d'une forme d'énergie à une autre. À quelques exceptions près, toute forme d'énergie peut facilement se convertir en une autre. Par exemple, l'énergie chimique, essence qui permet de faire fonctionner un moteur de voiture, est convertie en énergie mécanique, laquelle propulse la voiture en faisant marcher le moteur. Les conversions énergétiques sont relativement inefficaces parce qu'une partie de l'énergie initiale est toujours perdue dans l'environnement sous forme de chaleur. Ainsi, par contre, si nous songeons, nous avons fait examen et qu'on cherchait le rendement. Et que nous avons toujours vu que le rendement n'était jamais égal à 1 parce que nous toujours perdu, on partit la énergie. OK? Donc, elle n'est pas réellement perdue car l'énergie ne peut être créée ni détruite, mais elle devient relativement inutilisable.
Il est facile de démontrer ce fait. Dans une ampoule électrique, l'énergie électrique est convertie en énergie lumineuse. Cependant, si vous touchez une ampoule allumée, vous apercevez très vite qu'une partie de l'énergie électrique est aussi transformée en chaleur. OK? Et nous, quand ouais, ça tout, par exemple, si nous à bicyclette et que nous descendons nos potes, ou bien si nous machine, nous descendons nos potes et puis nous freinons. Donc, l'énergie mécanique est transformée en chaleur, frein au chauffé. De la même façon, toutes les conversions énergétiques qui surviennent dans l'organisme dégagent aussi de la chaleur. C'est pourquoi notre température corporelle est relativement élevée, ce qui a des conséquences importantes sur le fonctionnement de notre organisme. Par exemple, lorsqu'on chauffe une certaine quantité de matière, l'énergie cinétique des particules qui la constituent augmente et leur mouvement s'accélère. Plus la température s'accroît, plus la vitesse des particules est grande, plus les réactions chimiques peuvent se produire rapidement. Nous reparlerons de ce phénomène plus loin. OK. Donc, on a fini cette première partie. Donc, on a fait chaque bagaille tout bout. On a fait deux en même temps pour bien comprendre notion ça. Et on a fini avec la première partie qui était la première partie du chapitre 2.1 qui est l'univers est composé de matière et l'énergie déplace cette matière. On a vu la première partie. OK, on a vu justement cette première partie de l'univers est composé de matière et l'énergie déplace cette matière. Maintenant, la prochaine partie pour la chimie prend vie, ça va être les propriétés d'un élément dépendent de la structure de ses atomes. Donc, à la prochaine vidéo.